La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Pour eux, les annonces du Premier ministre sont insuffisantes. De nouvelles actions se profilent cette semaine. Barrages filtrants, contrôle de camions et blocus des grands axes stratégiques autour de Paris. Pénurie d'infirmiers, mais poursuite des consultations dispensées par des médecins généralistes retraités. L'hôpital Saint-Joseph de Bitche a dressé le bilan de 2023 et dévoilé les perspectives pour 2024 lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. Le manque d'effectifs perturbe le bon fonctionnement du tribunal judiciaire de Sarreguemines. 3 postes de magistrats du siège ne sont pas pourvus sur les 18 que compte Sarreguemines. L'audience solennelle de rentrée a aussi permis de revenir sur 2023, trafic de stupéfiants, violences familiales et émeutes au début de l'été. Optimum labellisé Value Provider, c'est une première en France. L'entreprise sarregueminoise spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes automatisés et robotisés a reçu le label de son principal fournisseur, ABB. Un gage de qualité, une reconnaissance aussi pour les 52 salariés. 1 an de cinéma à l'Espace Cassin, la ville de Bitche dresse le bilan, 3000 spectateurs au total, avec une moyenne de 93 personnes par projection. Et une originalité, c'est le public qui vote pour choisir les films qui seront projetés. Victoire 3-1 pour le SFC, le Sarreguemines Football Club a accueilli Oberlauterbach pour la reprise du championnat de régional 1 au Miris. Après l'éviction de la Coupe de France, le SFC retrouve le goût de la victoire grâce à un doublé d'Enes Saïn et un but de Mohamed Boutargui. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, on approche de la fin du mois de janvier, dernière ligne droite pour souhaiter les vœux, l'occasion aussi pour nous d'interviewer les élus du territoire. Après l'actu, Benoît Kieffer, le maire de Bitche, sera face à l'objectif. Malgré les annonces du gouvernement Attal, les agriculteurs ne décolèrent pas. À l'échangeur de l'A320 et de l'A4 près de Femerin-Berlebac, les agriculteurs ont poursuivi leur blocage jusque samedi midi. Et cette semaine, de nouvelles actions sont prévues partout en France, y compris dans notre secteur. On fait le point dans ce reportage de Camille Henriot. Ce vendredi, ils étaient près de 150 agriculteurs mobilisés sur le blocage d'autoroute près de Frémin-Merlebac. Et ils ont reçu le soutien surprise d'une quarantaine d'agriculteurs venus de Sarre. Léon Barre, éleveur à Haute-Villers, les a aidés à se rendre jusqu'au lieu de blocage. C'était pas prévu au programme parce qu'on savait qu'eux, ils avaient une présentation. Le ministre allemand aurait dû venir à Zweibrücken et puis ils n'ont pas été acceptés, ils n'ont pas pu rentrer et puis ils se sont rejoints à notre groupe. Tous étaient en attente des annonces de la part du gouvernement. Ce vendredi, plusieurs mesures ont été annoncées par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, notamment la suppression de la hausse de la fiscalité sur le gasoil non routier, des procédures administratives simplifiées et des aides financières d'urgence. Mais ces annonces ne seraient pas à la hauteur des attentes des agriculteurs, selon les jeunes agriculteurs de Moselle. Un appel à la poursuite du mouvement est lancé. On a un métier qui n'est pas rémunérateur par rapport aux heures de travail qu'on travaille et voilà, on ne peut que s'en plaindre en ce moment de la situation actuelle. Tout ce qui est charges qui sont beaucoup trop élevées par rapport au prix de notre production, il n'y a rien qui colle, on travaille pour rien, on n'arrive pas à en vivre. C'est pas possible, quoi. Plusieurs nouvelles actions sont prévues au Pays de Bitche et tout autour de Sarreguemines cette semaine. Les agriculteurs veulent organiser notamment des barrages filtrants à certains ronds-points avec distribution de produits et de tracts. Puis ils prévoient de contrôler les camions et de sensibiliser le grand public sur l'origine des produits vendus en grande surface. Certains veulent même aller plus loin et rejoindre la capitale. Ce soir, au moins 30 agriculteurs mosellans prendront la route pour bloquer les grands axes stratégiques tout autour de Paris. Quelles sont les principales revendications des agriculteurs? Nous nous sommes rendus chez un exploitant agricole pour faire le point sur les répercussions concrètes que provoquent les nombreuses contraintes auxquelles les agriculteurs font face tous les jours. Gasoil non routier, gestion administrative, compétitivité déloyale, témoignage. Les agriculteurs expriment leur colère dans toute la France. Au cœur des revendications, il y a le poids des démarches administratives, la modification de la politique agricole commune, la question des salaires ou encore la réclamation de mesures sociales et fiscales qui garantiraient l'avenir de la profession. Direction Macheren, au GAEC des Chênes, dans ce groupement agricole d'exploitation en commun, rencontre avec Régis Streif, éleveur de bovins,
pour faire le point sur l'impact direct qu'ont ces contraintes sur son exploitation, en commençant par le GNR, le gasoil non routier. Le GNR, nous on en consomme l'année dernière sur l'exploitation 27 000 litres pour faire fonctionner tout ce qui est le train de culture, plus la nourriture des animaux et ainsi de suite. On nous dérembourse 3 centimes au litre de moins par an. Donc effectivement sur une année, la première année, ça va faire à peu près 800 €. Et sur la totalité du déremboursement, ça va faire à peu près une enveloppe de 5 000 € qu'il va falloir trouver ailleurs et rééconomiser ailleurs. Le souci aujourd'hui, on nous demande de faire de l'environnement, on nous demande de nourrir les gens, on nous demande d'entretenir le paysage, on nous demande d'embaucher des gens, on nous demande de faire vivre les banques, les assurances, les centres de gestion, les chambres d'agriculture. Et moi, les 800 € que je perds sur le GNR, c'est mon salaire par mois. Trouvez l'erreur. Les aides de la PAC, la politique agricole commune, sont également estimées insuffisantes. Et si ce n'était que ça, les conditions pour les obtenir sont jugées trop complexes et longues à remplir, avec un potentiel à l'erreur suffisamment conséquent pour créer le malaise sur chaque maillon de la chaîne de production de l'exploitant. Aujourd'hui, si on supprime la PAC, c'est plus la peine de venir nous voir, on meurt. Notre revenu et les seules choses qu'on a, c'est les aides et c'est ce qui nous fait vivre. Donc si on la supprime, c'est évident que demain on meurt. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'on a admis qu'un agriculteur, comme je disais tout à l'heure, travaille pour rien. Donc nous, on aimerait juste vivre de notre métier et de ce qu'on vend. On ne décide pas de nos prix, on ne décide pas de la météo, de ce qui va faire notre revenu. Donc il y a des aides en face pour compenser tout ça, mais aujourd'hui les conditions pour accéder à ces aides sont bien trop compliquées et en plus on nous met d'autres contraintes pour travailler qui ne sont plus admissibles. Pas loin de son exploitation, du côté de Frémin, les manifestants ont bloqué les autoroutes A4 et A320 pendant un peu plus de 48 heures, à grand renfort de tracteurs, lisiers et pneus. Une manière de faire qui semble ne pas correspondre à tous les agriculteurs. Pour moi, non, ce n'est pas la bonne solution, parce qu'on embête les gens qui travaillent. Hier, j'étais commandé une pièce pour une machine en panne. On m'a dit tu ne l'auras pas parce que c'est bloqué. Ok, je conçois, parce que c'est notre revendication. Par contre, tous les autres gens qui doivent travailler, aller chercher leurs enfants, sont pris là-dedans. Donc je pense que ce n'est pas au bon endroit qu'on fait mal. Il faudrait soit bloquer des sites stratégiques, soit aller chercher les politiques. Et oui, je ne vais plus en manifestation parce que ce n'est pas ma façon de voir les choses. Par contre, si demain on me demande d'aller à Paris pour aller chercher l'Élysée et Matignon, j'irai. Sur Mosaïque Cristal, on reviendra bien sûr cette semaine sur les nouvelles actions de mobilisation des agriculteurs. Focus pour le moment sur la santé. Lors de la cérémonie des vœux à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, le directeur a fait le point sur la situation. Pénurie d'une trentaine d'infirmiers en médecine, chirurgie et obstétrique sur l'ensemble des hôpitaux de Sarreguemines Beach. Poursuite en 2024 des consultations dispensées par des médecins généralistes retraités. On fait le point dans ce reportage d'Emilia Zell. Pour commencer l'année 2024, l'hôpital Saint-Joseph de Bitche a organisé une cérémonie des vœux jeudi. La directrice de cet hôpital, le directeur des hôpitaux de Sarreguemines, des élus du territoire et des soignants étaient présents. Ils sont revenus sur les points à retenir de l'année 2023, comme le manque de personnel soignant. Qui nous a obligés à réduire en partie le capacitaire sur l'établissement et d'être en capacité de moins accueillir des patients, notamment sur les activités de soins de suite et de médecine au cours de l'année. Il faut aussi retenir le travail effectué avec les collectivités pour ancrer l'hôpital Saint-Joseph dans le pays de Bitche, avec par exemple le contrat local de santé et les discussions avec les médecins infirmiers libéraux. Il y a également la capacité de l'hôpital d'accompagner les besoins des patients du secteur, comme avec les consultations de soins non programmés. Et dernier point peut-être de l'année 2023, c'est un élément positif là, c'est de dire que néanmoins on a retrouvé un certain nombre de professionnels qui souhaitent s'inscrire sur le territoire, qui sont en cours de formation et ça je pense que c'est l'élément le plus favorable sur lequel je vais peut-être terminer sur 2023.
Pour l'année à venir, l'hôpital de Bitche va continuer sur sa lancée. Les principaux projets qui sont portés par l'hôpital Saint-Joseph, c'est en premier lieu la poursuite de la réorganisation de son plateau, notamment sur la partie soins non programmés, et également une rénovation de son plateau d'imagerie. C'est un point important en termes d'offres et d'attendu de la population. Le deuxième point, c'est également un travail important pour faire en sorte d'assurer notamment une meilleure collaboration avec les professionnels du territoire, en s'ouvrant notamment sur les questions de télémédecine. Le travail des soignants a également été salué dans plusieurs discours. En 2024, année olympique, il va y avoir du sport au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Cette phrase prend tout son sens quand on sait qu'une partie des magistrats qui devaient prendre leurs fonctions à Sarreguemines ont finalement été redirigés vers Paris pour l'encadrement de cet événement planétaire. Une décision qui ne fait pas vraiment plaisir aux responsables du tribunal de Sarreguemines. Ils l'ont largement évoqué lors de l'audience solennelle de rentrée. Eda Argac, Nathan Bello et Guillaume Dumonteil y ont assisté. Les moyens indispensables au bon fonctionnement de la juridiction ne sont donc pas encore là. Il est pour nous de plus en plus difficile d'assurer de front l'ensemble de nos contentieux et la mise en œuvre des réformes. Le ton est donné, le tribunal judiciaire de Sarreguemines est pénalisé par un nombre de personnels, et notamment de magistrats, insuffisant. En ce début d'année, 3 magistrats du siège sur 18 sont absents à Sarreguemines. Heureusement, la juridiction peut compter sur le renfort de 2 magistrats placés. Au niveau du parquet, la situation est quelque peu différente. L'équipe 2024 se présente avec un effectif complet, une nouvelle fois grâce à l'affectation de magistrats placés. Au niveau du nombre de fonctionnaires, le compte n'y est pas. Pour différentes raisons, il manque 12% des effectifs. Cette rentrée judiciaire de janvier 2024 est particulièrement rude et complexe au plan des ressources humaines pour notre juridiction. À sa manière, mais c'est une bien faible consolation. Elle contribue aux Jeux Olympiques, puisque les renforts dont elle espérait la venue sont allés grossir les rangs des juridictions de la région parisienne en vue de cet événement de dimension internationale. Outre ce point sur les effectifs, l'audience solennelle de rentrée au palais de justice de Sarreguemines a été l'occasion de revenir sur les événements marquants de l'année écoulée. De rappeler l'importance du trafic de stupéfiants sur notre territoire, d'évoquer le nombre massif des faits de violence familiale. Il représentait 283 procédures en 2019 contre 693 en 2023. Le procureur de la République est également revenu sur les émeutes du début d'été qui ont conduit au placement en garde à vue de 13 personnes, dont 12 mineurs. Ces actes de vandalisme ont notamment provoqué la destruction par incendie de la maison de justice et du droit de Forbach. De se rapprocher de leur vie. Optimum à Sarreguemines vient d'obtenir un label unique en France, Value Provider. Il a été remis par ABB Robotics, son principal fournisseur. Et c'est une belle reconnaissance pour la société créée en 2008 par Eric Hartnagel. Reportage de Marie-Morgane Pires. Je suis très fier qu'Optimum soit le premier value provider labellisé en France. Merci. Donc je te remets la plaque. Merci Jean-Charles, merci pour la reconnaissance. C'est un partenariat long de 10 ans qui se concrétise aujourd'hui. Sur une centaine de robots intégrés, 70 proviennent de ABB, l'un des principaux fournisseurs de robotique et d'automatisation des machines. Optimum à Sarreguemines vient d'obtenir le label créé par ABB Value Provider, une reconnaissance du travail des 52 salariés. Value Provider, pour moi, c'est la concrétisation de nos résultats, de tout le travail qui a été réalisé par nos équipes depuis 10 ans. Toutes les formations qu'on a réalisées, toutes les difficultés qu'on a rencontrées, auxquelles on a dû faire face. Donc c'est vraiment une reconnaissance par le fabricant et par leurs experts, donc c'est une fierté. Ce label apparaît comme une marque de confiance de la part de ABB. L'entreprise sarregueminoise Optimum, créée en 2008, intègre ses robots dans les systèmes conçus ici, comme cette machine en cours de mise en service qui a pour mission de poinçonner et clipper des pièces sur des rails pour de la structure de terrasse. Et tu me dis quand tu es prêt. Tu peux lancer. Optimum a des capacités techniques qui sont intéressantes pour ABB, et puis c'est une entreprise qui porte un petit peu les mêmes valeurs aussi qu'ABB, puisque ce Value Provider Programme, c'est également l'aspect respect des valeurs que porte ABB en termes de courage, de curiosité, de respect, d'intégrité, et c'est ce que Optimum apporte aussi à ses clients, et puis surtout une expertise derrière, une expertise technique. Ce label renforce aussi l'engagement d'ABB envers Optimum dans les difficultés que l'entreprise locale pourrait rencontrer.
Une reconnaissance, mais aussi un gage de qualité qui pourrait être bénéfique pour la commercialisation des services proposés par la société d'Éric Arnagel. Si la réouverture du cinéma Vauban n'est encore qu'au stade de projet à Bitche, la ville a déjà mis en place des séances pour les habitants du secteur. Des films sont projetés chaque mois à l'Espace Cassin et cette animation a fêté son premier anniversaire ce week-end. L'occasion pour Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil de dresser un bilan. 3000 spectateurs en un an et une moyenne de 93 visiteurs par projection. Pari tenu pour les séances de cinéma proposées par la ville de Bitche. Elles ont été mises en place il y a un an. Pour fêter ce premier anniversaire, 2 films cultes ont été proposés, Le Roi Lion, puis Retour vers le futur. Notre ambition, c'est pas que des films cultes, c'est aussi des films récents. Et la prochaine programmation, il y a même des sorties nationales qui sont proposées au choix des spectateurs. C'est l'une des particularités de ces séances, ce sont les spectateurs qui font la programmation, une formule qui plaît. C'est bien, ça permet de changer un peu et puis comme il n'y a pas beaucoup d'activités dans le secteur, surtout pour les enfants, ça permet de les faire sortir un peu. Ça permet de ne pas avoir trop à rouler, d'être proche en fait, du lieu où le film passe, donc c'est sympa, quoi. Alors, les gens sont ravis d'avoir un cinéma de proximité et on voit aussi sur les films pour la jeunesse que les enfants du coup sont autonomes et peuvent venir tout seuls sans parents, sans avoir besoin d'être véhiculés et accompagnés. Donc on a vraiment de très très bons retours et les gens espèrent que ça puisse durer longtemps. Des séances sont aussi proposées pour les scolaires depuis septembre avec des films qui entrent dans le programme pédagogique. La prochaine séance pour le grand public est prévue le 10 février. Les spectateurs peuvent déjà voter pour le film de leur choix depuis la page Facebook de la ville de Bitche. L'événement sportif du week-end, c'était la reprise du championnat pour le Sarreguemines Football Club. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Une belle opération en championnat pour leur retour à la compétition après leur défaite en Coupe de France. Les footballeurs sarregueminois se sont imposés contre Oberlauterbach 3-1. Une nouvelle fois, 2 hommes se sont mis en évidence, Enes Saïn et Mohamed Boutargui. Le résumé de la rencontre est signé Guillaume Dumonteil. Initialement prévue en Alsace, la rencontre a été inversée et c'est à Sarreguemines, au stade des Faïenceries, que le match s'est déroulé. Les supporters des footballeurs locaux, qui évoluaient en bleu, attendaient beaucoup du duo Enes Saïn-Mohamed Boutargui et ils n'ont pas été déçus. À la 5e minute de jeu, le dernier cité débordé entrait à grandes enjambées dans la surface et s'écroulait au sol, penalty. L'ouverture du score n'était plus qu'une formalité pour Enes Saïn. Après un premier but aussi rapide, les supporters sarregueminois les plus optimistes s'attendaient à vivre une rencontre facile, mais c'était sans compter sur la qualité des joueurs adverses. Ces derniers interceptaient le ballon à quelques mètres seulement du gardien sarregueminois, qui ne pouvait que s'incliner, un partout entre les deux équipes, à la 13e minute de jeu. Sarreguemines ne se laissait pas abattre et reprenait sa marche en avant. Enes Saïn faisait une nouvelle fois admirer son sens du but pour remettre devant le SFC. Allez, boum! 2-1 pour Sarreguemines à la mi-temps, les Faïenciers avaient fait la moitié du chemin. J'ai bien aimé notre première mi-temps, avec un contrôle sur le jeu, une bonne maîtrise. Je pense qu'on devait mieux faire à la finition. Car faute d'un avantage au score significatif, l'issue de la rencontre restait indécise, d'autant que les joueurs d'Oberlauterbach étaient accrocheurs et se procuraient les occasions, sans toutefois parvenir à tromper le gardien sarregueminois. Les attaquants du SFC se montraient également dangereux, mais ils ne parvenaient pas à inscrire le but du chaos. Ce n'est qu'en toute fin de match, dans les dernières minutes de jeu, que les Faïenciers parvenaient à inscrire un 3e but grâce à Mohamed Boutargui. 3-1 à la 88e minute de jeu. Nouvelle victoire donc pour le SFC qui a été à l'heure au rendez-vous. Une bonne opération comptable, 3 points supplémentaires sur un match en retard, c'est important de faire le job. Les joueurs l'ont fait aujourd'hui, match de reprise, donc c'est toujours délicat de retrouver le bon rythme. Les joueurs du SFC sont bien installés dans la première partie du classement du championnat de Régional 1 au Méris. Notre objectif, c'est de rester accroché à ce peloton de tête, de faire la course avec eux et puis ensuite on verra au fur et à mesure des week-ends où est-ce qu'on sera et qu'est-ce qu'on pourra viser. Prochaine rencontre pour le SFC dimanche prochain en déplacement à Weiersheim, un adversaire qui s'annonce lui aussi coriace.
il est magnifique. Dans un instant, on donne la parole au maire de Bitche, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, on démarre la semaine sous le soleil, mais il va falloir en profiter aujourd'hui parce que le retour des nuages est prévu pour demain. La matinée sera encore bien dégagée, mais dès le début de l'après-midi, le ciel va se couvrir, mais le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Martines et il fera jour de 8h05 à 17h24. Passez tous une belle journée et à demain! La culture s'invite au pays de Bitche. Rendez-vous samedi 3 février pour la folle histoire du couple. Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire, être en couple n'a jamais été simple. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du pays de Bitche ou en ligne sur ticket-régional.fr. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Entrez avec moi dans le cadre cette semaine. Je suis accompagnée d'un auteur, chanteur, compositeur iconique de notre région et d'outre-frontière. Il a presque 40 ans de carrière musicale et aujourd'hui, il nous propose un duo avec son fils. C'est Marcel Adam, accompagné de Yallou. Anna sitzt vor der Straße auf der Bank. Mit Adele Schild Krummbeere für Frit. Der kleine Bub, der denkt sich Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Une émission à découvrir en intégralité ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. Retour sur 2023 et perspectives pour 2024 à Bitche. Le maire Benoît Kieffer est face à l'objectif pour répondre aux questions de Camille Henriot. Bonjour Monsieur Kieffer. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Espace Cassin à Bitche. Ravi de vous recevoir ici. Donc on se retrouve ici dans une des salles emblématiques de l'Espace Cassin avec les gradins et le grand écran. Est-ce qu'il y a une raison de ce choix de salle particulièrement ici à Bitche? Oui, parce que c'est l'année 2023 qui démarre avec la culture, le retour du cinéma à Bitche au bout de 20 ans. Donc c'est quelque chose qui est attendu, mais au-delà de la simple projection de films, c'est en fait un véritable outil d'attractivité dynamique pour la commune et pour l'ensemble du territoire, au même titre que l'ouverture du musée d'art urbain et de street art. Donc ce sont des éléments dont la population s'empare et qui créent aussi une dynamique territoriale. Donc c'était important pour moi de vous accueillir ici et sur une continuité, je dirais, depuis 2020, depuis 2021, avec la microfolie et puis l'ouverture de la galerie d'art. Et ce concert du Nouvel An qui a eu lieu ici en début d'année. Donc on va continuer aussi en 2024 à enrichir l'offre culturelle pour cet apport qui nous envoie un peu l'esprit, qui nous fait rêver pour la population et chacun d'entre nous. Et cette salle ici a accueilli justement des séances de cinéma itinérantes qui ont démarré aussi au courant de l'année dernière, l'année 2023. Oui, tout à fait. Donc nous avons eu à peu près 3000 spectateurs, plus de 3000 spectateurs, donc tout public, des scolaires, et on continue cette diffusion avec l'association Cravelor sur 2024 et en développant, en enrichissant en plus cette offre cinématographique. La ville de Bitche a accordé d'ailleurs une subvention pour la réouverture ici du cinéma Vauban, donc parallèlement à ces séances de cinéma itinérantes. Le 7e art est-il aujourd'hui une nécessité pour l'attractivité communale ? Alors, c'est comme tout élément culturel, je dirais, c'est un point fort dans le développement personnel, parce qu'on rêve, on regarde, on s'enrichit, c'est cet aspect culturel-là, mais c'est un vrai point d'attractivité pour le développement et la dynamique territoriale. Donc on a souhaité amorcer effectivement, comme vous le soulignez,
l'aide qui va être apportée à ce porteur privé qu'il faut remercier pour créer cette dynamique. Et c'est important pour nous, collectivités, de pouvoir, d'autant plus que la loi SURE nous le permet, d'apporter cet élément financier pour que ce projet puisse se réaliser. Bien sûr, je suis heureux que ce soit à Bitche, mais c'est pour l'ensemble du territoire. L'un des autres sites emblématiques et aussi qui fait partie de l'espace culturel de Bitche, c'est sa citadelle. On ne peut pas passer à côté de ça lorsqu'on vient à Bitche. Y aura-t-il un nouveau programme de développer au courant de l'année 2024 ? Oui, puisqu'on a engagé, on a cette volonté de remettre en tourisme, c'est-à-dire de changer la scénographie de la citadelle pour remettre un petit peu ce qui se fait depuis 20 ans au goût du jour, mais aussi d'apporter une plus-value pour les enfants et sur le côté scientifique. Donc vous avez une scénographie qui date d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est de la conserver, mais de remettre un petit peu d'autres choses en place pour qu'on puisse accueillir davantage l'enfant, quelle est la place de l'enfant sur ce lieu, donc créer des ateliers, etc. Mais je crois que l'élément scientifique, donc l'architecture, comment ça a été fait, pourquoi, de telle manière, ça manque. Et donc c'est sur ce côté opérationnel qu'on va se lancer pour 2024 en remettant effectivement une nouvelle scénographie en place. En parlant de cette citadelle, il y avait des travaux qui ont été engagés au fil des mois. Où en est-on sur cette phase de travaux ? Alors cette grosse phase de travaux qui s'est faite avec la DRAC, avec la Fondation du patrimoine et puis la région s'est achevée en 2023. Puisque nous avons aussi eu ce temps où vous étiez présent pour cette cérémonie de fin de travaux. Donc effectivement, c'est 350 000 € de travaux. C'est une tranche importante, mais la citadelle est grande, donc il y a encore tellement à faire. Et donc c'est notre rôle un petit peu de mettre en place une programmation pluriannuelle d'investissement pour assurer la conservation et la restauration du site. Donc en parlant de chantier de travaux, j'ai bien compris que ça allait se poursuivre ces prochaines années au niveau de la citadelle, mais il y a un autre grand chantier en ce moment en cours dans la ville de Bitche, c'est la réhabilitation du centre-bourg. Comment les travaux vont-ils évoluer courant 2024 ? Alors, cette année 2024, au mois d'avril, se terminera la première phase de ces travaux de requalification du centre-bourg, qui sont donc des travaux d'aménagement urbain et qui ont vocation, dans le cadre de Petites Villes de demain, à créer une attractivité pour la ville, mais aussi en tant que centre-bourg pour l'ensemble du territoire. Et donc on va ensuite engager la phase 2. Donc voilà, il y aura encore effectivement un peu de chambardement, un peu de travaux, mais c'est pour donner de l'attractivité à la ville de Bitche. Un autre projet qui va également être développé au courant de cette année 2024, c'est tout l'écoquartier dont on a finalement peu entendu parler aussi au courant de 2023 et pourtant il y a de nouveaux projets qui se préparent. Oui, parce qu'on a modifié le règlement au niveau, quand vous dites écoquartier, il y a l'écolotissement. Puisqu'on est dans une situation qui stagne, il faut réellement dire les choses. Aujourd'hui, il y a une démarche qui a été engagée avec un partenaire privé sur cet écolotissement. Notre rôle en tant que collectivité, c'est d'accompagner aussi les partenaires privés qui veulent investir. Ils marquent aujourd'hui un intérêt. Ça a été vu l'année dernière avec la résidence des Lilas, où vous avez des porteurs privés qui viennent avec leurs projets et qui sont bénéfiques pour la commune, puisque si on travaille sur la question de l'habitat et de l'offre de logement, c'est bon pour la commune, puisqu'on gagne en reprise démographique, et c'est ce qui est important pour nous, et c'est ce qui participe à l'attractivité de la commune. Donc on poursuit cet accompagnement, notamment sur l'écoquartier, sur un projet qui sera défini de manière plus précise d'ici quelques semaines. Et puis on a sur le site de l'écoquartier ce projet de regroupement scolaire, de fusionner donc nos 2 écoles maternelles et les 3 écoles élémentaires pour créer une vraie plus-value à un endroit qui est proche de l'espace Cassin. On n'est pas loin de la médiathèque et puis on n'est pas loin du stade aussi, avec ces vestiaires qui sont réhabilités. Et quel est l'objectif de ce regroupement scolaire prévu ces prochains mois ? C'est gagner en plus-value pédagogique à l'issue, gagner en termes de transport. On est proche de la maison de l'enfant, donc le périscolaire, la crèche. Donc c'est vraiment d'apporter aux familles une réelle plus-value dans tous les domaines, mais aussi une plus-value pédagogique pour les enfants.
comment va se poursuivre finalement cette coopération entre ville et 16e BCP? Va-t-il y avoir de nouveaux projets au cours 2024? Alors elle se renforce puisque j'avais signé une lettre d'intention avec le ministre Sébastien Lecornu à Sarrebourg et en présence du préfet. Lettre d'intention qui débouche ensuite sur une convention qui va être signée d'ici quelques jours avec l'ensemble des partenaires. Donc la région, le département, la communauté de communes, l'État et la ville de Bitche et le 16e bataillon de chasseurs à pied pour déterminer quelles sont les actions que la collectivité peut apporter, notamment dans le domaine des familles, dans le cadre du plan Famille 2, au profit du 16e bataillon de chasseurs à pied, puisqu'on sait que si les familles sont bien, eh bien, le soldat qui est en opération extérieure, eh bien, voilà, sera aussi plus heureux, ravi et une conscience beaucoup plus sereine et saine de savoir que sa famille est bien entourée et peut vivre dans un endroit avec un cadre de vie et puis des moyens qui sont à disposition des conjoints et des enfants. Il était question par un temps de réhabiliter également le collège Saint-Augustin. Où en est-on? Est-ce toujours d'actualité finalement? Oui, aujourd'hui il y a une définition qui sera portée avec la communauté de communes du Pays de Bitche et puis l'établissement public foncier du Grand Est. C'est de mettre en place une convention et de solliciter l'établissement public foncier du Grand Est pour être porteur foncier de ce site qui est gigantesque, mais qui est à la fois emblématique, pas seulement pour la ville de Bitche, mais pour l'ensemble du territoire et même au-delà. Donc c'est un portage foncier qui, pour l'instant, est sollicité, ce qui nous permettra ensuite de mettre en place des projets. Une nouvelle année vient de s'ouvrir devant nous, l'année 2024. On a déjà abordé quelques projets en cours pour cette nouvelle année, mais est-ce qu'il y a d'autres grands dossiers sur lesquels vous souhaiteriez particulièrement travailler pour cette année 2024? Alors on a engagé une étude sur la réhabilitation des vestiaires, donc des vestiaires du stade municipal. Donc on va aller sur l'opérationnel en 2024 pour les reconstruire, tout simplement, parce que c'est une vraie nécessité. On va continuer sur l'aspect culturel. Aller toujours et encore sur la question de l'environnement. On avait en 2023 le maintien de la 4e fleur pour la ville de Bitche et puis des actions qui étaient menées au sein de la ville sur la thématique de l'environnement. Voilà, ce sont des actions pédagogiques, citoyennes, vivons notre nature, auxquelles vous avez sûrement pu assister. Et puis donc un travail qui se fait sur le côté environnemental en 2024, c'est sur le patrimoine arboré, je pense qu'on ne le prend pas suffisamment en considération. Donc c'est sur cet élément-là qu'on va travailler. Et puis aussi accompagner toujours la dynamique associative, c'est important, puisque ce sont les associations qui, avec nos jeunes et les moins jeunes, créent ce lien social et créent aussi la dynamique pour la commune. Et je pense qu'il faut les remercier. Je les remercie chacune d'entre elles pour tout ce qu'elles apportent tout au long de l'année et ce qu'elles font pour la population bitchoise, population même au-delà de la ville de Bitche. Et puis il y a ce projet de réseau de chauffage urbain qui est aussi un gros projet, voilà, donc ça fait effectivement partie de ces projets qui vont être menés et on continue aussi sur la culture pour qu'on puisse continuer à s'ouvrir l'esprit et à profiter de cette offre culturelle qui est riche sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité. Donc plein de projets et plein de beaux projets aussi à venir pour cette année 2024. Je vous propose pour cette fin d'interview d'adresser un nouveau message à nos téléspectateurs pour cette année 2024. Alors moi je leur souhaite la santé avant tout et puis de s'enrichir, de rêver, de profiter de cette richesse culturelle qui existe sur le territoire et puis je crois qu'au-delà de l'économie, parce que la situation est compliquée, on a des secteurs, on le voit aujourd'hui, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, c'est que les gens puissent tenir les uns aux autres pour qu'on puisse avancer et continuer à vivre ensemble dans des conditions qui, vous voyez ce qui se passe un petit peu aux portes de l'Europe, qui soient sereines et qu'on trouve un climat de sérénité et de paix dans ce monde. Je vous remercie, Monsieur Cliffert, pour cette interview. Merci.